Certaines rues de Liège sont sous l'eau ce soir. La Meuse ne cesse de monter. Certains habitants prennent des risques en tentant d'évacuer. Aux abords du fleuve, la population est invitée à fuir ces rives, désormais trop dangereuses. Plus à l'est, dans la commune de Pépinster, les pompiers se battent littéralement contre l'eau. À cette fenêtre, une mère de famille lance un SOS, image symbole d'une Belgique endeuillée ce soir. Alors, on pense bien sûr très fort aux Belges qui ont vécu un mois de juillet catastrophique. C'est vrai qu'en France aussi, on a eu un autre phénomène, c'est dans le Var, avec les incendies. Regardez, c'était le 16 août, plus de 6300 hectares de forêt. Voilà, regardez. L'incendie n'est pas encore maîtrisé et cet après-midi, il progresse toujours. Une progression attisée par le vent et surtout des températures caniculaires. Sur place, presque 800 hommes, des pompiers du Var, mais aussi des renforts d'autres départements. Ils sont surtout appuyés par des moyens aériens nombreux. C'est un incendie d'une ampleur exceptionnelle qui s'étend sur plus de 20 km. Et ce soir, alors que le feu n'est toujours pas éteint, le bilan est déjà terrible. 6000 hectares parcourus dans la réserve naturelle des Morts, l'une des plus belles forêts du Var. Une catastrophe. Alors, il y a eu également l'Espagne, bien entendu, il y a eu l'Algérie, il y a eu l'Italie, il y a eu la Chine, il y a eu la Grèce et il y a eu New York. Là, le 2 septembre, des pluies torrentielles et des inondations soudaines ont frappé la ville de New York et sa région. Alors ça, c'est impressionnant, vraiment ce qu'on a vu, François. Ça, vraiment, ça, c'est et le nombre de morts aussi. 40 morts. Oui, 40 morts. Regardez. New Jersey area is really unbelievable. Incroyable, selon les mots de ce présentateur américain qui découvre les images en direct. Le métro de New York en train de se frayer un chemin sous des trompes d'eau. Des pluies diluviennes se sont abattues sur New York cette nuit, les restes de l'ouragan Ida qui a frappé le sud des États-Unis il y a 4 jours. Des inondations et d'impressionnantes tornades. Dans le New Jersey, l'état d'urgence a été déclaré. Voilà, ça c'est vrai que ça nous fait extrêmement peur. Franchement, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe des choses qu'on ne voyait pas avant. François, qu'est-ce que ça signifie, toutes ces inondations à New York, ces feux, en Espagne aussi, ce qu'on a vu? Il faut s'inquiéter? Clairement, il faut s'inquiéter parce qu'il va y avoir de plus en plus de phénomènes comme celui-là et qui vont devenir de plus en plus violents. Alors, on le sait depuis 30 ans, le GIEC le dit depuis 30 ans, qu'il va y avoir de plus en plus de vagues de chaleur extrêmes, de plus en plus de précipitations intenses. Mais là, on les a chez nous. Et pendant longtemps, on a cru que ces impacts du changement climatique, ça allait être ailleurs, ça allait être en Afrique, en Asie, loin, ça allait être dans 30 ou dans 50 ans. Dans 500 ans. Le problème, c'est que, comme on le disait déjà il y a 30 ans, maintenant on est 30 ans plus tard et on les a autour de nous. Et il va y en avoir de plus en plus. Donc ça veut dire que c'est une sorte de réalité nouvelle à laquelle il va falloir s'habituer. Mais non, mais c'est vrai que ça fait flipper. Est-ce qu'on est prêt à affronter ce genre de choses ou pas du tout? Mais pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on regarde encore ces impacts du changement climatique comme on regardait le coronavirus quand il était encore en Chine au début de la crise, en se disant ça viendra jamais ici et ça va rester en Chine. Et là, on se rend compte que on n'est pas du tout prêt. On voit bien les infrastructures à New York, on voit bien ce qui s'est passé en Belgique. Moi, Liège, la ville, c'est la ville où je suis né, donc je sais très bien ce qui s'est passé. Et on voit très bien qu'on n'est pas du tout préparé parce qu'on a toujours pensé que ça n'allait arriver qu'aux autres ou dans un futur très loin. Alors, on ne parle plus de réchauffement climatique, maintenant on parle de changement climatique. Pourquoi? Alors, en réalité, la température se réchauffe. Là, on a déjà pris 1,2 degré dans la vue par rapport au niveau des températures avant la révolution industrielle, donc avant le 19e siècle. Ça, par rapport aux prévisions, il se passe exactement ce qui était prévu. Il se passe exactement, c'est ça le problème. Donc, c'est ça qui est grave. grave. Sur le climat, c'est un des seuls boulots où on espère tout le temps se tromper. Ouais. Et le problème, c'est qu'on ne se trompe jamais et que chaque jour, la réalité confirme ce que les modèles avaient prédit. Donc là, on a déjà pris 1,2 degré. Les objectifs de l'accord de Paris, c'est 2 degrés maximum d'ici 2100 et même si possible 1,5 degré. Et ce réchauffement de température produit des impacts très très différents à différents endroits du globe. Ce qui peut être trompeur d'ailleurs, parce qu'à certains moments, on va avoir des vagues de froid et les gens disent « mais comment ça se fait qu'on nous dit que la température se réchauffe alors que je vois bien qu'il fait moins 10 devant chez moi ?» Ça produit des phénomènes très très localisés. C'est pour ça que parfois on va parler aussi de dérèglement climatique. Alors, juste quand on nous parle de petits gestes au quotidien à faire, tout ça, ça ne change rien. On va pas se mentir. Non, on ne peut pas dire que ça ne change rien. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. On estime, selon les pays, que les petits gestes du quotidien, on sait bien rouler à vélo, manger des fruits et légumes de saison, etc., ça représente entre 25 et 40% des émissions d'un pays. Donc ça veut dire que si tout le monde vivait comme Greta Thunberg, on réduirait à peu près 40% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc c'est important, mais ça ne suffit pas, parce qu'à côté de ça,
il y a toutes les émissions qui sont contrôlées par les décisions des gouvernements, par les choix industriels, etc. Donc ça veut dire qu'il faut non seulement agir individuellement comme consommateur, mais qu'il faut aussi agir ensemble, collectivement, comme citoyens. Et François, on voit des catastrophes arriver. Est-ce que, comme vous faites des prévisions incroyables, est-ce que vous n'arrivez pas à anticiper un petit peu? Est-ce que vous savez ce qui va arriver bientôt ou pas du tout? De mieux en mieux. Est-ce qu'il y a des catastrophes qui sont... On ne peut pas prédire au jour près, mais par contre, on peut dire que dans telle région... Alors, tu peux nous dire par exemple, le prochain volume du rapport du GIEC qui va être publié en février prochain, il y a des chapitres régionaux, on va pouvoir dire, par région, voilà à peu près ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, très clairement, pour l'Europe, par exemple, on va avoir de plus en plus de vagues de chaleur. Si on est dans un scénario à 2 degrés, on va avoir un nombre de vagues de chaleur qui va être multiplié par 5. Si on est dans un scénario à plus 4 degrés, donc ça c'est le scénario catastrophe, là le nombre de vagues de chaleur est multiplié par 9. Alors, ça c'est les chiffres qu'on peut donner maintenant. Est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs pourquoi c'est une catastrophe, ça? Parce que ça veut dire que dans certains endroits du monde, littéralement, ça va devenir inhabitable. C'est-à-dire que les températures vont devenir invivables. On a eu des températures cet été qui approchaient les 50 degrés dans plusieurs endroits du monde. Si on a des températures prolongées à plus de 50 degrés, c'est des zones où on ne peut plus habiter. Et donc vraiment, l'enjeu du changement climatique, c'est la question de l'habitabilité de la planète. Où est-ce qu'on va pouvoir habiter? François, ce réchauffement-là que vous avez prévu pour l'Europe, il est à quoi? C'est à 2, 3 ans ou c'est plus loin? Ah non. Donc là, on est à 1,2 degré. D'accord. 1,5 degré, on y sera vers 2035. D'accord. Et alors, 2 degrés, soit on ne parvient pas à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et on y sera vers 2050-2060, soit on parvient à se mettre dans les clous de l'accord de Paris et on peut espérer qu'on n'atteigne 2 degrés que vers 2100. Vous y croyez ou pas du tout? C'est pas blanc ou noir. Je pense qu'il faut, quelque part... J'ai souvenir d'une demi-finale de foot, de Ligue des Champions, où Liverpool était mené 3-0 face à Milan. Face à Milan, exactement. C'était la finale, C'était la finale, Istanbul. J'étais pas dans le vestiaire à la mi-temps, mais je pense pas que l'entraîneur a dit aux joueurs, bon les gars, la victoire, vous y croyez, vous pensez qu'on va avoir la coupe? Non, je pense que l'entraîneur a dit aux joueurs, les gars, il va falloir tout donner en seconde mi-temps pour remonter le score. Et ils ont monté le score. Donc je crois que, quelque part, se dire on y croit pas, on est optimiste ou pessimiste, c'est un luxe de riche, en fait. En fait, il faut tout donner dans l'affaire et on essaiera de limiter au maximum la casse. Gilles. Sauf que là, vous prenez l'exemple d'une action humaine qui peut tout changer à la mi-temps. Vous venez de nous dire, les gestes au quotidien, ça sert presque à rien. Bah si, 40%. Les décisions des pays... un tout petit peu. Les décisions des pays, elles vont pas changer. Il n'y a pas un pays qui va arrêter de se développer. La Chine va pas dire on arrête de produire de la mauvaise énergie parce qu'eux, ils ont envie de devenir riches, la superpuissance. Donc, moi, ma question, elle est directe. On est condamné. Il est trop tard. Il est trop tard. Non, c'est pas vrai de dire il est trop tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le point positif, c'est que le climat, c'est devenu la première préoccupation des Français. C'est-à-dire que devant le chômage, devant la sécurité, devant l'immigration, ce qui tracasse le plus les Français, c'est le climat. Ça veut dire que quelque part, les politiques vont devoir s'en occuper. Et ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire individuellement et aussi des choses qu'on peut faire ensemble. On peut voter ensemble. On peut en parler dans les médias. C'est pour ça que c'est important d'en parler aujourd'hui dans TPMP. Il y a aussi plein de choses qu'on peut faire avec les investissements. Une énorme source de notre empreinte carbone, c'est les investissements que font les banques en notre nom. C'est-à-dire que si vous avez des produits d'épargne un peu classiques, des plans d'épargne logement ou des assurances-vie, sans le savoir, vous financez les énergies fossiles à votre insu parce que les banques vont placer l'argent dans les énergies fossiles. Et donc, à côté des petits gestes du quotidien, il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble, collectivement. Oui. Qu'est-ce que vous répondez aux climato-sceptiques qui disent que tout ça c'est naturel, que c'est des cycles immuables et qu'il ne faut pas trop s'inquiéter au final? Ah, c'est certain. Il y a eu des cycles de changement climatique immuables et il y en aura encore. C'est-à-dire que la température a déjà été beaucoup plus élevée par le passé, elle sera encore sans doute beaucoup plus élevée dans le futur. Et le changement climatique dont on parle, c'est rien du tout. C'est peanuts à l'échelle de l'histoire de la Terre qui fait 4,5 milliards d'années. Juste François. La différence, c'est qu'à l'époque de ces changements climatiques, on n'était pas là sur Terre. Et donc l'enjeu, c'est pas de sauver la planète. La planète, elle va évidemment survivre à l'espèce humaine. L'enjeu, c'est de la garder habitable pour tout le monde. François, est-ce qu'il y a des catastrophes qui sont prévues là, pour cette année 2022 qui va arriver ou pas du tout? Alors, très vraisemblablement, on va encore avoir une saison d'ouragans de plus en plus importante. Il faut se rappeler que les inondations à New York, c'est les restes de l'ouragan Ida qui a touché le sud des États-Unis et la Nouvelle-Orléans il y a quelques jours. Et heureusement, on voit que depuis Katrina, le sud des États-Unis s'est mieux préparé. L'ouragan Ida, qui était comparable en force à l'ouragan Katrina, il n'a fait que 3 ou 4 morts à la Nouvelle-Orléans. Il y a eu 2000 morts en 2005. D'accord, mais et en Europe? Alors, pour l'Europe, on va avoir évidemment de plus en plus de vagues de chaleur et des précipitations exceptionnelles qui généralement vont alterner l'une avec l'autre. Ça va se produire
surtout l'été. On va avoir un phénomène d'érosion côtière, c'est-à-dire que le niveau de la mer va monter de plus en plus. On peut avoir encore des feux comme on a eu dans le Var, ou des crues, voilà, comme on a vu en Belgique. On peut encore en avoir en septembre, certainement, oui. C'est certain que les conditions sont davantage réunies l'été pour des feux de forêt, et pour les mais crues, on ne peut pas les exclure sur d'autres saisons non plus. Et les crues qui font des dégâts incroyables, ça, oui, ça très clairement, il y en aura de plus en plus. De plus en plus, d'accord. Ce qu'on ne peut pas encore dire avec précision, c'est quand exactement et à quel endroit précisément. D'accord. Et comment s'y préparer à ça? On ne peut rien faire alors. Ah si, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'en termes d'aménagement du territoire, où est-ce qu'on va faire habiter les gens? Où est-ce qu'on va autoriser les constructions? Il y a plein de choses à faire en termes de végétalisation du territoire, d'arrêter la bétonisation. Voilà. Il y a des choses à faire en termes d'évacuation des populations, en termes d'alerte précoce. C'est-à-dire qu'en Belgique ou en Allemagne, s'ils avaient mieux anticipé à partir des alertes qui étaient données par les services météo, s'ils avaient évacué les populations, on aurait pu réduire le nombre de morts. Donc on aurait pu anticiper, oui. Bien sûr. Non, mais tout ça, c'est clairement la conséquence d'une planète qu'on a usée, utilisée, qu'on n'a pas respectée. D'ailleurs, on l'a bien vu pendant le confinement. La nature a repris ses droits parce que la nature, par essence, elle se refait. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas minimiser le fait que 40%, c'est presque la moitié, c'est énorme. Si on vivait tous comme Greta Thunberg, plus réalistement, c'est plutôt autour de 25%. Il faudrait, par exemple, quand on reçoit notre fiche d'impôt, qu'il y ait une petite lettre avec le top 30 des actions que tout le monde devrait faire. Absolument. Par exemple, parce qu'aujourd'hui, les Français, et même mondialement, on est très intéressés par l'environnement, mais concrètement, on ne sait pas quoi faire. Il faudrait qu'on soit guidé. Et il faut donner plus d'informations aux gens. C'est-à-dire qu'on a un bulletin météo chaque jour. Il faudrait donner le tôt de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère aussi. François, juste, on entendait Delphine là. Le confinement, le fait que les gens ne sortent plus trop, voilà, qu'il n'y ait plus trop de voitures, est-ce que ça a fait du bien ou pas du tout? On n'avait rien vu parce que là, on ne peut pas faire mieux. En termes, mine de rien, on ne peut pas faire mieux. Donc si on se dit, avec tout ce qui s'est passé pendant, on a eu un confinement peut-être pendant peut-être un an, voilà, en tout. Eh bien, on l'a mesuré. C'est-à-dire l'impact du confinement en 2020, c'est moins 7% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Juste moins 7%. Moins 7%. Moins 7% par an, c'est ce qu'il faudrait faire pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. Le problème, évidemment, c'est que personne ne veut reproduire le confinement et personne ne veut revivre l'année 2020. Donc il faut qu'on trouve des façons d'y arriver, qu'on choisisse et pas des façons qu'on subisse.